êtes sur Système et Compagnie, le podcast qui vous accompagne à piloter votre business en ligne. Je suis Sonia Laurembourg et ma mission est d'accompagner les web entrepreneurs à changer d'échelle de business. Ici, vous découvrirez des conseils, des concepts et des réflexions pour reprendre le contrôle sur votre temps et votre activité et structurer et développer votre business en ligne. Bonne écoute! Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un épisode avec Guillaume, notre expert gestion de projet et management. Nous avons échangé autour de son quotidien d'intégrateur, /OBM, /COO, /bras droit. Bref, vous le savez, on peut donner un tas de noms à cette fonctionnalité dans une entreprise. Vous allez d'ailleurs découvrir comment il se définit et vous allez comprendre ce qu'il fait au quotidien. Comment il accompagne ses clients, les actions concrètes qu'il met en place pour les aider. Comme tous les épisodes expertise de cette saison, l'objectif de cet épisode est double. Premièrement, vous faire prendre conscience de votre éventuel besoin de faire appel à un profil tel que le sien pour votre business, mais aussi vous faire découvrir d'une manière plus générale l'aspect business management. Guillaume nous partage des tonnes de pépites dans cet épisode et vous allez pouvoir identifier ce que vous pouvez déjà optimiser ou implémenter dans votre activité. Bonne écoute! Hello Guillaume, comment vas-tu? Au top, toujours au top. Toujours au top. Trop bien. Mais écoute, on te retrouve aujourd'hui pour un épisode un peu plus expérience. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que je vais te questionner un petit peu, je vais te cuisiner sur ce que tu fais au quotidien avec tes clients en tant que, entre guillemets, bras droit du dirigeant. L'idée, c'est de comprendre un petit peu. Généralement, cet épisode, il a un peu un double objectif pour les auditeurs. C'est se rendre compte de s'ils ont besoin d'une personne comme toi, avec ton profil en tout cas, dans leur entreprise, parce que parfois on n'a pas conscience des besoins qu'on a. Et deuxièmement, aussi avoir des bons tips, parce que même si on n'a pas forcément besoin de ce profil-là aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses qui sont intéressantes de mettre en place. Voilà, donc c'est un petit peu le double effet qui se coule positif, en tout cas je l'espère, de cet épisode. Est-ce que tu es prêt? Allez. Super. Mais écoute, première petite question pour te lancer dans le bain. C'est un petit peu à quoi ressemble ton quotidien Alors, comment on te définit? Est-ce qu'on dit bras droit? Est-ce qu'on dit intégrateur? Avec quoi tu es le plus à l'aise? Prends le plus simple à dire. Ok. Moi, je préfère parler d'intégrateur. Eh ben, allez, intégrateur. Voilà, en fait, du coup, ça me permet juste de faire une petite parenthèse. Bras droit, je trouve la problématique de ce mot-là dans notre marché aujourd'hui, c'est qu'il est un peu utilisé à toutes les sauces et Ah ouais? que Jamais fait gaffe. sur le marché infopreneurial beaucoup, et notamment en fait tu vois sur les personnes positionnées OBM, assistant virtuel, etc. Et c'est ok, hein, je comprends, parce que souvent quand on a un profil comme ça, tu vas nous en parler, on est très 360 degrés, donc on a envie d'un peu de se positionner comme ça, sauf que c'est pas toujours juste, donc voilà. Ouais. Ouais. Bah écoute, intégrateur. Va pour Intégrateur. intégrateur. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton quotidien? Déjà, je sais pas combien de clients tu as en même temps. Comment ça se passe? Alors, je te rappelle que je suis Oui, multi-entreprise. c'est ça. Donc, moi, généralement, j'ai 2, 3 clients en parallèle grand max. Yes. Et honnêtement, je suis assez vigilant pour bien choisir les gens. Mhm. Donc, voilà, moi, en fait, c'est pas forcément. En fait, moi, mon premier job, c'est quand même de rendre les équipes autonomes. Ok. Donc, de les recruter, de les fédérer et de les rendre autonomes. Donc, en soi, j'ai assez peu de quotidien, vraiment chaque jour, parce qu'à un moment, si les équipes sont autonomes, c'est que j'ai pas besoin d'être sur leur dos. Sinon, ça veut dire que je me suis raté quelque part. Mhm. Donc, là où j'ai du quotidien, en fait, c'est quand j'onboard une nouvelle personne. Typiquement, on va onboarder une nouvelle personne au service client. Bien sûr qu'elle va avoir un parcours d'onboarding, mais après, cette personne-là, je l'ai au téléphone tous les jours. Au début, Ok. juste pour s'assurer qu'elle est à l'aise, que ça lui plaît. Est-ce qu'il y a eu des cas nouveaux qu'elle n'a pas pu rencontrer? Et si oui, comment est-ce qu'on les traite? Comment est-ce qu'on documente les process, etc., etc. Ok. Donc en fait, vraiment, quand j'ai du quotidien avec les gens, vraiment du récurrent quotidien, parce que c'est quelque chose que je n'aime pas faire à la Oui. base, c'est qu'en fait, c'est qu'il y a vraiment une nouvelle personne à Ok. accompagner. Après, moi, je vais vraiment être dans du pilotage. C'est-à-dire que moi, mon job, c'est simple, c'est de se dire,
a priori, si les équipes, elles sont là, c'est qu'elles sont meilleures que moi. C'est qu'à un moment, on a recruté des experts métiers. Tout à fait. Donc, si jamais moi je suis là pour comprendre leur métier, comprendre, c'est pour ça qu'on est 360. C'est-à-dire que demain on me parle de finance, je vais répondre. On me parle de marketing, je vais répondre. Je vais être capable de le comprendre et surtout je vais être capable de challenger nos experts métiers. Mhm. Ça, c'est plus ça mon rôle. C'est d'être là, présent auprès des experts métiers. Peut-être qu'ils vont avoir des points de blocage, ça va être leur apporter un avis autre et les débloquer. Et après, c'est les challenger parce qu'on n'est pas expert, mais on va dire éclairé sur le sujet pour leur dire comment on va plus loin. C'est ça finalement mon rôle. Mhm. C'est-à-dire que moi, en gros, chaque début de semaine, j'ai finalement une revue des métriques, Yes. une revue de la santé de l'entreprise. Ouais. Donc là, ça peut aller sur plein de choses, hein, les revues les revues de métriques par service, également. Alors, selon les entrepreneurs avec qui je travaille, parfois j'ai vraiment accès à toute la boîte, c'est-à-dire que D'accord. j'ai les comptes en banque, Oui. j'ai la totale. Je sais pas si c'est le cas aussi pour toi quand tu travailles avec les entrepreneurs. Moi, souvent, je trouve ça important de l'avoir. Parce que d'ailleurs, c'est une des premières actions que je fais quand je rentre dans une entreprise, en fait, c'est que j'attaque souvent par la finance. Et, euh, Oui, bah, en et fait, disons, je me permets de rebondir, ouais, bien sûr. la santé financière, si tu veux, ça va te donner un petit peu le là Oui. pour la suite. C'est-à-dire que si tu n'as pas accès aux finances, c'est OK, hein, moi, j'ai pas toujours eu accès aux finances avec tous les entrepreneurs, mais disons que si par exemple l'entrepreneur a une idée de projet, etc., donc toi tu vas être en mesure de l'aider sur la priorisation, tout ce que tu veux, mais t'as pas accès à peut-être la donnée la plus importante parce que si ça se trouve, il va se cracher avec cette idée parce qu'en fait, c'est pas là qu'il faut aller financièrement, faut peut-être plutôt aller chercher de la trésor, faut peut-être, enfin bref. Mmh, Voilà, donc oui, oui, oui. c'est Ouais, très ouais, c'est clair. clair. Et c'est clair. Et puis en plus, souvent on peut avoir des éclairages un peu différents sur la finance. Par exemple, si on prend la brique marketing, très souvent en fait, les entrepreneurs vont se dire mon coût de lead, tu vois, combien je paye mon lead, Hmm. ce qui pour moi est intéressant mais ne se suffit pas à lui-même. Ne jurer que par les coûts de lead est globalement une connerie. Pourquoi? Parce qu'en fait, on se rend compte. Moi, tu vois, j'ai eu le cas là, à l'automne dernier où j'ai épaulé une entrepreneur qui me disait en fait, ouais, les coûts leads, faut faire attention. Et en fait, on payait les leads grosso modo à peu près 10 euros. Mhm. Et en fait, analyse financière de l'entreprise, les coûts, les frais fixes, les frais variables, etc., la totale, projection de trésor, tout ce qu'on veut. Et en fait, après, je lui ai fait, bah voilà, en fait, à qualité constante, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que ton seuil de rentabilité pour l'achat du lead, il est à 24 euros. Donc en fait, juste trouver la croissance, ça a été dire maintenant qu'on est en maîtrise de la finance, parce qu'elle ne l'était pas, Oui. ça fait, ben, en fait, maintenant, ta boîte, on va la faire grandir. En fait, on va juste augmenter les budgets pub. Et pour se rapprocher de tels coups de lead, donc l'entreprise va très fortement grandir. Ensuite, le taux de marge va baisser, mais la marge en numéraire va monter. Et donc, l'excédent de trésorerie va monter. Et donc, en fait, une fois qu'on va commencer à se rapprocher là, on avait décidé de se rapprocher de 18, par exemple, donc de monter le volume jusqu'à se rapprocher de 18 euros le lead. Hmm. Et ben là, en fait, on est rentré dans une étape de rationalisation des coûts pour remonter le taux de marge. Donc, pour moi, la partie financière est importante. C'est des choses sur lesquelles je passe beaucoup de temps parce qu'en fait, c'est le nerf de la guerre. Hein. À un moment, on n'est pas une association 1901 et même les associations 1901 surveillent leur trésorerie. Tout à fait. Donc pour moi, c'est vraiment le nerf de la guerre. Et je passe beaucoup de temps donc sur les métriques et liées à la finance, sur le suivi de trésor, sur ce genre de choses-là, parce que c'est ça qui décide en fait des projets futurs. Hyper intéressant. C'est intéressant ce que tu dis sur, tu vois, quand tu arrives dans l'entreprise, souvent les finances ne sont pas maîtrisées. C'est aussi Oui, mon cas. Donc c'est vrai que un des premiers points, bah, en fait, c'est mettre à plat et piloter le budget, les finances, et ensuite, en quelque sorte, on passe au sujet suivant. mm. Je me pose une petite question. Donc, nous, on peut l'identifier comme ça, c'est-à-dire, tiens, il manque, par exemple, du pilotage financier, mais c'est pas évident, tu vois, que l'entrepreneur ait forcément mis le doigt sur ces problématiques. Est-ce que tu sais, toi, quand les gens viennent te voir, quels sont leurs besoins, enfin, en tout cas, comment ils le, comment on dit? Ils le, Est-ce qu'ils conscientisent ça? ouais, enfin, comment ils verbalisent leurs problématiques, en fait, quand ils viennent te voir, Guillaume, j'ai besoin de toi, mais en fait, pourquoi ils ont besoin de toi? Alors, les gens qui viennent me voir, c'est marrant parce qu'ils ont très souvent le même discours. C'est qu'ils vont venir me voir et ils vont me dire, Guillaume, je veux qu'on fasse de la croissance. Ok, très bien. Ensuite, ils vont me dire,
Pour ça, il faut piloter l'équipe commerciale. Souvent, le sujet du management des closers est une vraie souffrance. Donc, on me pose beaucoup de questions sur ça. Et ensuite, il me faut de nouveaux systèmes marketing, etc. On va souvent me le conscientiser énormément sur la partie sales and marketing, tu vois. Et en fait, je vais faire OK, très bien. Et, et donc, bah ouais, donc on va faire des nouveaux tunnels, on va faire ci, on va faire ça. Donc là, pour moi, je détecte déjà un challenge. C'est qu'en fait, le tunnel, c'est un moyen, c'est pas une finalité ni un projet, c'est un moyen mis au service d'un projet, c'est une brique. Donc là, déjà, je sais que du coup, l'entrepreneur, il n'a pas forcément pris la hauteur qu'il devrait prendre parce qu'il sait pas faire, donc c'est OK, hein, il n'y a pas de honte à pas savoir faire, pour vraiment piloter sa boîte vraiment. Donc en fait, dans ces cas-là, je l'attaque avec beaucoup de gentillesse directement sur le sujet de l'argent. En fait, c'est comme ça que je me rends compte notamment de la maturité financière. C'est que je dis, OK, un nouveau tunnel, en moyenne, c'est tel budget. En moyenne, sur le marché. Tu veux qu'on travaille ensemble? Ben, moi, je suis quand même pas gratuit. Hein. Quand on travaille avec des gens comme moi, on n'est pas sur des profils à 200 euros par jour. Tout à fait. Toi comme moi, c'est normal, tu vois. Donc, je fais, voilà, t'as les reins assez solides, t'as la trésor. Donc là, souvent, il y a un blanc. Oui, c'est pas toujours su. En fait, il n'y a pas vraiment de conscience de la trésorerie. Ouais. Voilà, il n'y a pas forcément de conscience là-dessus. Donc, ils me font, je sais pas trop. Je fais, ben, voilà, si on est là aujourd'hui, c'est qu'on se dit les choses. Hein. Donc, concrètement, je te le dis direct, ton chiffre d'affaires mensuel, c'est quoi? Et t'as combien sur tes comptes? Et je leur pose la question de façon très directe et transparente. Je les préviens, je vous préviens, je vais poser des questions extrêmement directes. Ils me répondent. Et là, souvent, on va se rendre compte qu'en fait, on va avoir des entreprises qui vont avoir l'équivalent d'un mois de dépenses, un mois de charge en trésor, quoi. Et là, donc d'un seul coup, et j'ai très souvent ça. Oui. Donc en fait, je leur dis, OK, maintenant je vais te donner mon avis. Par exemple, là, tu m'as globalement designé un tunnel, tu m'as dit je veux ça, je te dis voilà, le budget aujourd'hui auprès des agences pour un tunnel comme ça, c'est 8 à 14 000 euros. Donc, est-ce que tu les as? Je fais souvent à me dire oui, je les ai. Je fais OK, est-ce que tu estimes que aujourd'hui sortir globalement 10 000 balles, est-ce que tu estimes que ça met ta boîte en péril? Qu'est-ce qui se passe si le projet plante? Là, ça flippe. Et je leur dis donc voilà. Donc en fait, ce que je comprends ce que tu dis. Pour moi, je comprends ton besoin de nouveaux systèmes marketing, etc. Par contre, ma recommandation, avant même qu'on travaille ensemble, c'est pas le sujet. Je te dis ça avec beaucoup de gentillesse. Ma recommandation, c'est qu'on va commencer par voir quel projet tactique ponctuel on peut mener pour te créer un pic de trésorerie qui va pouvoir permettre de subventionner la croissance. Mais en fait, vu que du coup, quand je travaille avec les gens, comme je leur propose ça, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on crée le pic de trésor, donc ça veut dire qu'on doit être capable de le mesurer, de le quantifier. Donc ça veut dire que de base, on met la finance au carré. Voilà. Okay. En fait, j'éclaire. La finance en soi, je ne l'éclaire jamais sur un entrepreneur qui n'a pas l'habitude. Je vais jamais l'éclairer comme une finalité. Je vais lui dire, c'est une étape nécessaire pour être capable ensuite de faire ce que tu veux faire. C'est un moyen. C'est ça. Oui, non, mais du coup, c'est intéressant. C'est que, en fait, la première chose à faire, et on en a beaucoup parlé dans les épisodes avec Arnaud, qui est notre expert financier, du coup, sur cette saison, c'est avoir une vraie vision, un vrai pilotage d'entreprise, quoi. Parce que, après, je veux dire, mettre à plat des process, recruter, créer de nouveaux produits, mettre en place des tunnels, etc. Oui, très bien, mais si tu sais pas en fait où t'en es financièrement, en fait potentiellement tu crashes ta boîte, quoi. Et d'ailleurs c'est ce que tu disais à un moment donné qui était dans un des épisodes où tu disais il y a des entreprises qui explosent littéralement en vol, et très certainement pour certaines d'entre elles c'est que en fait il y avait pas de vision sur la trésor, donc il y a des investissements qui ont été faits et en effet c'était pas propice à ce moment-là. Exactement. Et un mois, 2 mois de trésor, c'est pas suffisant, quoi. Clairement. Ah non, c'est pas suffisant. Ou alors c'est que tu peux te permettre, c'est que tous tes frais sont littéralement coupables du jour au lendemain. Et ok, mais 1 ou 2 mois de trésor, pour que ce soit suffisant, il faut beaucoup de conditions à côté, tu vois. Donc, puis à l'inverse, il y a aussi parfois des entrepreneurs qui sont un peu trop orientés trésor, au point de brider leur entreprise. Tu vois, moi j'ai déjà vu des entrepreneurs qui sont mal à l'aise avec moins de 1 an de trésor sur les comptes.
Et là, pour le coup, tu vois, je trouve ça beaucoup pour des boîtes web qui n'ont pas de loyer, qui n'ont pas de Oui. tous ces charges fixes absolument immuables. Euh, voilà. Ouais, c'était un peu la question que j'allais te poser. Pour toi, c'est quoi un bon... Moi, j'ai ma petite idée. D'ailleurs, on pourrait échanger. Je veux bien savoir, toi, pour toi, c'est combien, tu vois, idéalement, combien de trésors j'ai, enfin, de mois de trésors, pardon, de Alors, fonds de c'est roulement, c'est- c'est quoi. une question qui n'est pas simple, Mm. donc j'ai posé quand même un peu de contexte autour de Oui, ça. Ça veut dire que je vais présupposer que l'entreprise a globalement de la stabilité. Ce que je veux dire par là, c'est que une entreprise, par exemple, qui va dépendre que de deux ou trois lancements dans l'année, je vais pas du tout l'aborder de la même façon qu'une entreprise qui a des revenus qui sont relativement pérennes de mois en mois. Alors, peut-être qu'on vend un peu moins au mois d'août par rapport à un mois de décembre, ok, mais tout à qui a fait. globalement une certaine stabilité. Donc, ça va vraiment dépendre du modèle d'entreprise. Mm. Ensuite, il y aura une deuxième composante, c'est à quel point ces frais sont coupables rapidement ou pas. Tu vois, c'est bête, hein, mais une entreprise qui travaille qu'avec des freelances, très souvent, l'entreprise va mal, tu peux couper la moitié des freelances pour assurer la survie. Oui, tout à fait. Donc, tu vois, il y a aussi ces composantes-là, parce que tu veux pas couper la moitié de tes salariés, quoi. Donc, ou alors, en tout cas, c'est beaucoup plus complexe et beaucoup Mm. plus coûteux d'ailleurs. Donc, Oui. donc voilà. Moi, souvent, dans une entreprise qui est relativement stable, en tout cas qui a un volume d'affaires minimum mensuel et qui va avoir assez peu de frais, on va dire, non coupables, qu'on peut pas couper du jour au lendemain, moi, j'aime bien 4, 5, 6 mois, quelque chose comme ça. Mm. Modulo, plein de paramètres. Après, ça dépend aussi de l'entrepreneur, tu vois. Certains vont avoir plus ou moins de goût du risque, enfin, Tout à etc. fait. Donc, Tout à fait. c'est pour ça que c'est dur de donner. C'est quand même dur de donner. Par contre, j'ai vraiment un vrai souci quand c'est vraiment moins d'un trimestre. Parce que souvent, j'estime que pour mener un projet et vraiment remettre quelque chose d'équerre, en vrai, un trimestre, c'est souvent nécessaire. Donc, moins d'un trimestre, c'est que ça me file un peu des boutons et que pour moi, ça devient la vraie priorité, quoi. Je sais pas Ok. ce que tu en penses. Ouais, c'est marrant. Moi, j'ai un peu une aversion au risque. Donc, de base, tu vois, même, je veux dire, sans prendre aucun compte du business model, du type de produit ou quoi que ce soit, qui, je suis complètement d'accord avec toi, c'est à en prendre en considération. C'est-à-dire que quand tu viens regarder la santé financière, tu prends bien entendu ça en compte. Mais j'ai une espèce de truc, moins de 6 mois, je suis pas bien. Hein. Voilà. De base, tu vois, toi, c'est plutôt un trimestre, moi, c'est plutôt un semestre. Je pense qu'on n'est pas mal forcément à avoir un seul trimestre, comme tu dis, ça dépend complètement de plein de choses. Et aussi de la capacité de l'entreprise, de l'entrepreneur à créer un produit tactique, tu vois, pour aller Ouais. récupérer un pic de trésorerie. Ça dépend aussi du marché, ça dépend, de, en effet, plein de paramètres, quoi. Et Mais puis, ça dépend aussi, en fait, de ce que tu fais de la trésorerie. C'est-à-dire que oui, la trésorerie, après, elle peut être stockée sur des supports d'investissement liquides, non liquides, elle peut alimenter des investissements immobiliers, peu importe. tout Et à du fait. coup, c'est de la trésorerie qui n'est pas sur les comptes, mais qui a été mise au travail et qui Mm. finalement est aussi saine pour la santé de l'entreprise ou du groupe d'entreprises. Oui, Mais bon, là, on arrive sur d'autres sujets, sur comment est-ce qu'on fait levier sur finalement ces boîtes pour générer du patrimoine perso. Enfin bref. Mais il y a aussi, mais ça à prendre en compte aussi, tu vois. complètement. C'est à prendre en compte aussi. Parce que il y a des gens qui sont très confortables avec l'idée que leur boîte, elle a de la trésor, etc., et que leur boîte est pérenne. Oui, c'est vrai, sauf qu'en fait, ta boîte, tu sais pas si elle sera encore là dans 5 ans, en vrai. On n'est pas sur des gros groupes, et déjà que les gros groupes, parfois, c'est compliqué. On Oui, l'a vu, notamment récemment en France. tout à fait. Voilà. Avec des grands groupes Donc, qui ferment, ah bah là, Camailleux et compagnie. en ce Ouais. moment, dans la mode, c'est Domino D. Alors, c'est un domaine qu'en plus je connais très bien. Mais voilà, mais bon, on l'a vu avec Mm. d'autres, hein, dans le jouet, on l'a vu également dans la tech, enfin, voilà. Donc, même les grosses boîtes, finalement, elles crachent, quoi. Donc, est-ce que finalement c'est un vrai vecteur de sécurité d'avoir énormément de trésorerie? J'en doute pas. Par contre, est-ce que ça sécurise la boîte? Peut-être, en tout cas dans une certaine mesure. Est-ce que ça sécurise l'entrepreneur? C'est à mes yeux pas suffisant. D'accord. Et souvent, quand on a stabilisé l'entreprise et qu'on arrive à mettre d'autres phases de croissance, d'ailleurs, j'ai cette partie-là dans mon périmètre parce que du coup, j'ai une boîte de gestion de patrimoine. Donc, forcément, c'est aussi une compétence que j'ai où on accompagne l'entrepreneur à se dire, OK, faire grandir ta boîte, c'est bien. Est-ce que tu ne veux que ça ou est-ce qu'il y a également des leviers personnels à mettre en œuvre? Mm. Tu vois, donc, bon. Ok, hyper intéressant.
Même si ça fait pas partie forcément de ton accompagnement bras droit, j'imagine que tu as un regard aussi patrimonial sur les entreprises que tu Alors, en l'occurrence, moi, à accompagnes. titre Ouais. personnel, je l'inclus parce que Mm. je pense que c'est important. Pour moi, en fait, pour moi, en tout cas dans ma façon de travailler, c'est un élément qui est aussi qui est en fait, c'est un élément d'aide à la décision en fait. Donc, ça impacte certaines décisions. Tu vois, j'ai déjà eu des entrepreneurs, on a dit, bon, bah voilà, il y a tel projet, ok, ça coûte autant, bah finalement, on va le décaler parce que la trésorerie va être utilisée pour acheter un bien immobilier, son local de travail, enfin, tout ce que tu veux, quoi. Je vois l'idée. Voilà. Ok, hyper intéressant. Du coup, autre petite question que j'ai, donc dans la gestion de projet, par exemple, on l'a vu dans d'autres épisodes. Toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas accompagner l'entrepreneur à prioriser, à définir un Mm. peu les projets à la fois tactiques, les projets stratégiques, donc plutôt court terme, plutôt long terme, etc. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu fais à ce niveau-là? Comment tu Ouais. accompagnes ce côté projet? Alors, en fait, les projets qui sont vraiment stratégiques pour l'entreprise, je vais les mener. Ok. C'est-à-dire que là, pour le coup, c'est moi qui vais vraiment animer directement les équipes. Dès qu'on va avoir des projets qui vont être transverses, là, pour le coup, en général, c'est moi qui anime ces projets-là. Je peux pas tous les faire parce que voilà, mais dès qu'on arrive sur des sujets un petit peu critiques, on y arrive. On en avait déjà parlé hein, très brièvement, tu vois, quand on a eu nos systèmes de paiement qui ont volé en éclats Oui. chez un entrepreneur, ça c'est un projet que j'ai mené. C'est-à-dire que, pour faire très simple, ce qui s'est passé, c'est que du jour au lendemain, il n'y a même pas eu d'avertissement, il n'y a pas eu ça. C'est-à-dire qu'en fait, du jour au lendemain, bon, ben, on connaît tous le processeur de paiement Stripe sur Internet. Hein. Je pense qu'on s'en est tous servis plus ou moins Mm. régulièrement. Et en fait, du jour au lendemain, Stripe a dit, on arrête de travailler avec vous. Euh, donc, bon, là, clairement, là, tout s'arrête, quoi. Parce que ça veut dire qu'en fait, l'entreprise perdait 90% de sa facturation. Et Ok. là, Et alors, c'est intéressant de creuser un peu, tu vois, la gestion de risque, parce que je pense que ça peut être comment dire, intéressant pour les personnes qui nous écoutent de se dire, OK, la gestion de risque, quand je suis accompagnée avec un intégrateur, ça ressemble à quoi? Euh, Là, concrètement, c'était quoi? C'était pendant un lancement? C'était... alors, oui, en fait, bon, là, en l'occurrence, l'entrepreneuse a un lancement par mois, en plus de ventes D'accord. régulières. OK. Donc, c'était bien sûr pendant le lancement du mois, hein, évidemment. C'est-à-dire qu'en fait, on a Stripe qui ferme, le lancement avait lieu le dimanche, et Mm. globalement, on a Stripe qui nous ferme le jeudi à peu près 17h, quoi. D'accord. Donc là, c'est vénère. Mm. Là, c'est vénère. Donc, il y avait des ventes régulières, tout arrêté. On avait des clients en abonnement ou Mm. également en paiement en plusieurs fois, en paiement échelonné. Tous les abonnements arrêtés. Donc là, vraiment, l'entreprise ne rentre plus un euro. Donc ça veut dire qu'en fait, ça met par terre aussi ton prévisionnel de trésor. Parce que si tu as un client qui a payé, je sais pas, 1000 euros en 10 fois 100 euros, exemple au pif, hein, bah en fait, tu provisionnes, toi, ta Tout à visibilité sur fait. la trésorerie, sur les mois Tout à d'après, fait. etc. Bah en fait, là, tu prends toutes les lignes, tu les fous à zéro. Mm. Donc, pouf, donc là, tu es content d'avoir de la trésor, Ouais. hein. Et là, tu fais, donc, je suis pas H24 sur les boîtes email, donc en fait, en l'occurrence, c'est l'entrepreneuse qui s'en est rendu compte, qui m'appelle en urgence en mode on est bloqué Stripe, quoi. Je fais ah bon. Donc là, forcément, quand t'as jamais vécu ça par le passé, alors moi, j'ai jamais vécu un cas aussi critique, parce que là, pour le coup, c'était vraiment critique et j'utilise Mm. très rarement ce mot, même si j'avais déjà eu d'autres aléas liés au paiement. Mais là, j'avais jamais eu une criticité pareille, quoi. Et donc, je fais, bah écoute, je vais regarder. Tu pensais rien, tu vois, donc tu fais, bah je vais regarder, tu te connectes, tu fais, ah oui, bah finalement, ça faisait, on était sur Stripe avec elle depuis 2010, donc tu vois, il y a de l'historique. Et maintenant, ils ont dit, tiens, on a regardé un peu plus en détail votre compte, on a décidé que finalement, vous rentrez pas dans nos CGV dehors, quoi. Mm. Donc à un moment, quand l'interface te répond, t'es en dehors des CGV, CGU, tu sais très bien que le sujet, il est mort. En plus, Stripe n'est pas forcément connu pour la qualité de son support client. Oui, c'est vrai. Hein. Mm. Franchement, c'est un scandale. Mm. Voilà. Donc bah là, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait, quoi. Donc, et là, tu te retrouves à gérer un entrepreneur en panique, qui est en train de se dire, bah, j'ai plus de boîte, ma boîte va mourir. Non, d'ailleurs, pas ma boîte va mourir, ma boîte est morte. D'accord. Et je vais mourir. Ouais, accessoirement. Donc, voilà. Et là, tu fais, bon, ok. Et là, c'est le Ok. branle-bas de combat, quoi.
Et du coup, c'est intéressant ce que j'entends là, tu vois, c'est que le rôle que tu tiens à ce moment-là, euh, c'est un rôle objectif, raisonné, Oui, qu'il est très très difficile d'avoir pour l'entrepreneur à ce moment-là. il peut pas. Voilà, pour le vivre aussi à certains moments, on a vraiment cette fonction-là à ce moment-là. Et elle est intéressante en fait parce que même si en soi, alors je vais peut-être pas rassurer tout le monde, mais en soi, je veux dire, moi personnellement, dans cette situation, je gère pas mieux. C'est-à-dire techniquement, je vois pas ce Ah, que mais je moi peux. aussi, hein. Voilà, on n'a pas la J'ai eu réponse. un moment où je me suis assis là et Voilà, j'ai honnêtement un blanc d'une heure. c'est ça. Je te le dis, j'ai un blanc d'une heure. Et ça, je l'ai dit à l'entrepreneur, mais je l'ai dit 3 semaines après. Oui, après, bien Euh, sûr, on est d'accord. Mais j'ai eu un blanc d'une heure en Ouais, ouais. mode, ah ouais, quand même. Non, c'est complexe en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas forcément, nous non plus, la Non. réponse. Mais faut dire ce qui est, même si on est très très engagé avec nos clients, on a quand même le côté émotionnel qui est beaucoup plus raisonné, Ah, apaisé, on est etc. bien plus détaché. Voilà, On est bien plus détaché et en même temps, c'est aussi, pour moi, ça fait partie intégrante de notre rôle. on est complètement d'accord, ouais. Et Mm, ça fait également aussi partie intégrante de notre rôle d'être capable de traiter des urgences et de mm, traiter des sujets qui sont inconnus, quoi. c'est Là, ça. pour le coup, on était en plein inconnu. Mm. Eh bien, voilà. Et- du coup, en parlant de crise, petite question qui me vient, parce que j'imagine que tu dois le gérer aussi, donc ça m'intéresse de l'aborder. Le côté crise humaine. Mm, Quand l'entrepreneur que tu accompagnes est plutôt en crise relationnelle avec un ou plusieurs de ses collaborateurs, mm. comment tu gères ça? Ouais, comment tu gères en fait? Je Et vais pas aller plus loin dans alors, ma question. alors, il y a plusieurs cas. Mm, Déjà, c'est est-ce que c'est, ben, j'accompagne un nouvel entrepreneur avec qui j'ai pas travaillé par le passé, mm. j'arrive et je constate un conflit, Oui. ou est-ce que ce conflit a lieu alors que je suis là depuis un bail? On peut répondre aux deux, hein. Ouais, c'est vraiment différent. Oui. C'est-à-dire que si jamais, bon déjà, pour moi, il faut dire ce qui est, dès qu'il y a un conflit avec quelqu'un de l'équipe, c'est toujours la faute au niveau managérial. Pourquoi? Parce que ça veut dire que soit tu as placé la mauvaise personne au mauvais endroit et donc c'est une erreur de gestion et de recrutement, soit ça veut dire que la personne, elle était pas bonne et dans ces cas-là, ben, c'était à toi de couper ton contrat, soit ça veut dire que derrière, le besoin que tu exprimes n'est pas clair Oui. ou que tu as une considération humaine un peu au ras des pâquerettes. Mm, Moi, par exemple, c'est des entrepreneurs avec lesquels je ne travaille jamais. C'est ceux qui vont estimer qu'en fait, parce qu'on paye, ton freelance, il doit répondre dans les 10 minutes, à toute heure du jour, de la nuit, du mm. week-end, des vacances, etc. Pour moi, ces personnes-là sont des personnes qui sont toxiques. Et ce sont des personnes qui ne peuvent pas avoir une relation saine avec leurs équipes. Donc Ok. ça, déjà, ce sont des gens avec qui je ne travaille pas. Ça se sent, hein. Ça se Mm. sent et ça se voit. Je sais pas si tu as déjà eu ce genre de cas, mais Oui, c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont un peu, enfin, qui ont du mal à se détacher à ce niveau-là, ouais. Mm. mm. Je vois. Et donc, je vais traiter les cas. Mm, Cas numéro un, j'arrive dans une nouvelle prise de fonction. Il y a des conflits. mm, En fait, souvent, en fait, ce qui va se passer, c'est que l'entrepreneur, du coup, va essayer de te dire, il y a des conflits. Alors, il va commencer par, pas il y a des conflits, il va commencer à dire, tu verras, on a un vrai problème avec machin, il est naze. C'est souvent oui. comme ça que ça va commencer. Là, tu fais, bah écoute, je vais regarder. Et en fait, là, t'as parfois un peu l'impression, entre guillemets, de faire du social. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas beaucoup parler avec les gens, tu vas comprendre pourquoi, c'est quoi le leitmotiv. Souvent, le conflit est ressenti en réalité des deux côtés, Oui, évidemment. Et donc, complètement. c'est jamais blanc-noir. Et en fait, la personne, elle va te dire, bah ouais, moi, j'essaie de faire de mon mieux, mais en fait, ben, j'ai l'impression que, en tout cas, je trouve les directives qui sont pas claires, ou on change tout le temps d'avis, ou peu importe, ou ceci, ou cela, ou ceci, ou cela. Mm, Et donc, en fait, très souvent, ce que j'observe, c'est que quand il y a conflit, et que j'arrive, c'est que soit c'est la mauvaise personne au mauvais endroit, soit c'est que l'entrepreneur a recruté quelqu'un qui lui a un peu fait à l'envers, mm. soit, et c'est le cas le plus commun, c'est qu'en fait, l'entrepreneur est pas clair. Euh, Oui, c'est un problème de communication, de ouais, transmission. Mm. c'est un problème d'info. Ou alors, ça veut dire qu'on pilote les équipes la petite journée à coup de petits messages WhatsApp, etc. Et qu'en fait, derrière, du coup, on perd la vision globale, quoi. Et tiens, il y a machin, ah, tiens, fais ceci, cela. Et donc, forcément, le freelance, il va être là, il va aller faire le truc qu'on lui a demandé en urgence, alors qu'en fait, il est sur une autre chose. Du coup, il y a des sujets qui traînent, la pile s'amoncelle, enfin voilà. Donc, souvent, quand j'arrive et qu'il y a un conflit, c'est
déjà reclarifier les attentes, reclarifier la situation, voir déjà si tout le monde est encore, alors c'est pas des questions directes, hein, mais voir si tout le monde, les gens peuvent encore travailler ensemble ou si vraiment c'est rédhibitoire, parce que dans ces cas-là, il faut couper le contrat. Enfin, c'est dur, hein, mais si c'est rédhibitoire, à un moment, faut arrêter, quoi. C'est ça. Voilà. Et voilà. Quand quand il y a conflit, alors que je suis là depuis un bail, c'est différent. Et là, je pars du principe que c'est intégralement ma faute. Pourquoi? Ça veut dire que soit l'entrepreneur finalement n'était pas suffisamment en confiance avec moi et que donc du coup, alors j'ai jamais eu le cas pour l'instant, mais c'est comme ça que je le prendrai pour moi, parce que ça veut dire que j'ai pas suffisamment réussi à créer la confiance au point qu'il soit capable de me dire attention par rapport à tel poste, tel périmètre, je commence à monter en frustration. Et du coup, bah, tu remplis le vase, à un moment, ça déborde. Donc ça, je le prendrai pour moi. Euh, et, euh, et sinon, ce qui se passe, c'est que, euh, encore une fois, on va boucler sur les sujets de clarté, quoi. Mais pour moi, honnêtement, dans ces cas-là, je pars du principe que si jamais je suis là sur un bail, c'est vraiment 100% ma faute. Que d'ailleurs, que ce soit des litiges avec l'entrepreneur ou entre personnes de l'équipe, parce que ça aussi, ça arrive. Et là, ça, c'est un vrai point de vigilance, c'est parce qu'en fait, ça, pour moi, c'est le propre des équipes de freelance. C'est que, et ça, c'est très bien, c'est qu'en fait, les équipes de freelance, tout ce qu'ils veulent, c'est prendre du plaisir dans leur taf et stabiliser leur contrat. Donc, ça veut dire que, en fait, quand tout va bien, bah, pour eux, c'est super. Ils ont de la visibilité, ils sont contents, ils sont à l'aise, ils sont en confiance, etc. Et quand je commence à avoir des clashs entre mes freelances, en fait, ça veut dire que en général, il y a un cadavre dans le placard. Le Euh, fameux. le fameux cadavre dans le placard. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, ça va être souvent le cas quand la communication est pas fluide entre le marketing et la pub. Mm. Ça va être l'éternel et le closing aussi. Ça va être les leads sont trop chers. Ouais, mais c'était landing qui convertissent mal et le closer derrière qui va te dire vos leads sont pourris. Voilà. C'est ça, Donc ils sont pas chauds, vos leads. ouais, c'est ça. Vos leads sont pas chauds. Ok. Donc là, souvent, quand on a ce cas-là, en fait, ce que j'ai observé en creusant, c'est qu'en fait, je me rends compte que souvent, il y a l'un des trois qui va un petit peu masquer son incompétence en rejetant la balle sur les autres une fois, deux fois, trois fois, et qu'en fait, c'est passé sous le tapis, et qu'à un moment, les autres, ils en ont marre, ils montent en frustration, quoi. Et à un moment, ça pète. C'est ça que j'observe. Ok. Donc Le, là, en le, fait, ça permet de flaguer un point de compétence. le cadavre est là, quoi. Ouais, le cadavre est là. Certainement un manque de compétences. Ok. Voilà. En tout cas, ça, par contre, j'ai déjà eu à le gérer. Mm. Mais Ok, hyper intéressant. En gros, dans la première situation, qui est celle que qu'on vit souvent quand quand on a le oui, profil intégrateur, parce que c'est aussi souvent pour ça qu'on nous appelle, oui. gestion de conflits, en tout cas problématiques managériales. En fait, ouais, la réponse, enfin, comment dire, nous, tu fais office d'intermédiaire. Ouais. Et en fait, du coup, ça a ce côté En fait, un juge de neutre. paix, en fait. Voilà, c'est ça. T'arrives, t'es neutre. Et ça peut arriver en effet à posteriori, sur du long terme, hein, les conflits, ça peut arriver. C'est vrai Mhm. que en fait, ça va surtout être une question, entre guillemets, de management, dans le sens où t'as pas su déceler à un moment donné que, il y avait justement un fruit qui était en train de pourrir. Mhm. Alors attention, quand je dis fruit qui pourrit, c'est pas forcément un collaborateur qui est en train de tout bousiller, hein, c'est pas du tout ça, mais ça peut être, comme tu dis, une frustration, ça peut être finalement un projet dans lequel la personne s'épanouit moins, ce genre de choses. Et c'est vrai que quand tu manages un petit peu, c'est vraiment des choses qui sont importantes à déceler. Est-ce que toi, tu as des systèmes, des choses que tu mets en place justement pour déceler ce genre Mhm. de choses? Comment tu Ouais. fonctionnes? Alors, je vais te répondre. Juste avant, je reviens Vas-y. sur un truc que tu as dit par rapport au fruit. Il y a un collaborateur Mm, qui pourrait mm, finalement un peu saborder ce qui se passe. mm. Euh, souvent, on va entendre, ah, mais lui, il coûte cher, il est nul, machin, etc. Enfin, à un moment, faut arrêter. Ça n'existe pas les gens qui rentrent chez eux le soir en se disant trop cool, j'ai fait du mauvais boulot aujourd'hui, tu vois. Non, mais ça Ah, n'existe pas. c'est vrai. Ça n'existe pas. L'heure est Tout le monde bien pourrie. préfère avoir passé une journée
efficace, parce que c'est satisfaisant. Donc, Hyper intéressant, ouais. ouais, c'est la nature humaine. On Oui. préfère tous faire un truc cool qu'un truc chiant. Mais oui. On préfère tous quand les choses fonctionnent. Donc, en fait, ça n'existe pas pour moi les gens qui vont s'aborder. Et ça existe des gens démotivés. C'est pas pareil. Mm. Donc voilà. Alors, comment est-ce que on identifie ça? Et qu'est-ce qu'on fait pour l'éviter aussi? Pour moi, c'est hyper important que les périmètres soient clairs. Tu vois, j'en avais parlé brièvement. Moi, j'utilise beaucoup ce qu'on appelle le RACI, c'est-à-dire qu'en gros, sur chaque brique projet, on définit le rôle des gens. C'est qui est responsible, qui est responsable du projet. Donc, en gros, c'est lui qui doit faire en sorte que le projet aille au bout. C'est sa responsabilité. Qui est accountable. Là, pour moi, ce sont vraiment des gens qui seront actifs dans les projets, qui vont exécuter des choses, qui vont faire des choses un peu comme ça. Ensuite, Ouais. qui est consulted. On prend son avis et éventuellement on en tient compte. Et ensuite, qui est informé. Pour info, il s'est passé ça et on fait ça. Comme ça, c'est hyper clair, quoi. C'est hyper clair. Et parfois, d'ailleurs, l'entrepreneur est juste informé. Et ça les frustre au début. Oui. C'est qu'en fait, ils perdent le contrôle, mais en même temps, ta boîte, t'as 12 personnes, tu peux plus tout voir. C'est pas C'est possible. ça. Donc, C'est maintenant, frustrant pour je eux. te le dis, il y a tel sujet et je t'informerai. Ouais. Mais au bout d'un moment, il y a du Ils y prennent plaisir, hein. goût. Ouais. C'est ça. Au bout Ah d'un putain, moment, c'est c'est ah non. vachement cool, les trucs qui sortent Ouais, et on me dit juste c'est sorti, c'est c'est trop ça. bien. Puis du coup, quand tu viens les consulter, après, ils sont là, oh, bah, je sais pas, moi. T'as qu'à demander à machin. Ouais, c'est ça. C'est pas mon rôle. C'est très très drôle. Donc voilà, donc à chaque fois, c'est le leader, les gens qui vont travailler Ouais. vraiment en exécution, les gens dont on va prendre l'avis parce qu'on estime que c'est pertinent, et les gens ensuite qui vont être informés des avancées. Pour moi, ça c'est hyper important parce que ça définit en fait le périmètre, hein, ça définit le cadre de chacun. Et d'un seul coup, là, t'évites beaucoup de conflits. T'évites beaucoup de conflits. Et Ok. puis ensuite, et c'est notamment important dans les boîtes qui ont cette culture du remote, c'est en fait, on doit favoriser l'interaction entre les gens. C'est-à-dire que moi, je passe, en fait, pour moi, une partie de mon job, c'est finalement de tuer mon job et de me rendre dispensable. Donc, les gens qui ont besoin d'une info et qui passent par moi, je leur casse les couilles, quoi. Je leur dis, mais pourquoi tu me poses la question? Tu sais que machin, il sait. Pourquoi tu ne vas pas lui poser la question? Ah bah ouais, mais non, parle-lui en fait. Moi, si tu viens me voir, il faut qu'il y ait une vraie raison. Tu viens me voir en cas de blocage ou en cas de validation. Mm. Par contre, ne viens pas me voir pour un sujet opérationnel où tu sais que les autres savent mieux que Mm. moi. Donc, et en fait, on force l'interaction entre les gens. C'est hyper important. Parce qu'en plus, quand tu forces l'interaction, ils vont interagir. Et du coup, si l'interaction est pas fluide, là, tu le sauras. Parce que là, bah écoute, je reviens de voir, j'arrive pas à avoir des nouvelles de machin, quoi. Est-ce que tu sais s'il est en congé? Ah oui, hyper intéressant. Mm. Non, non. En fait, moi j'aime bien pousser le côté social de l'être humain. Ouais. Et ça marche. Ça C'est vrai. marche. Ouais, Et c'est parfois, tu intéressant le en forces remote entre eux, notamment. et ensuite, tu le forces aussi au niveau des bilans, hein, des bilans hebdo, bi-hebdo, enfin, Tout à fait. bimensuels, etc., quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut absolument créer l'interaction entre l'équipe. Parce qu'en fait, quand les gens ils ont l'habitude de se parler, en fait, il n'y a plus de non-dit. Il y en a beaucoup moins. Et donc, forcément, c'est plus fluide. Donc, quand les gens ils ont l'habitude de se parler, ils vont se parler 4 fois sur 10, 4 fois sur 5 pour un projet, pour un sujet cool. Et puis, une fois sur 10, bon, là, par contre, t'es chiant, m'oublie pas, quoi. D'un seul coup, ça passe mieux. Parce qu'il y a quand même 4 interactions sur 5 qui sont bonnes et il y en aura une qui sera un peu plus challengeante. Mais bon, du coup, c'est quand même que 1 sur 5. Complètement. Hyper intéressant. Merci du coup pour ton retour là-dessus. C'est intéressant ce côté, comment dire, déjà le concept RACI c'est même pas que tu utilises en tout cas, mais c'est un peu la philosophie que Hmm. tu emploies un peu à tous les Ah, niveaux. parfois, je le formalise, hein, vraiment. Ok, Donc, ok. Oui, enfin en fonction. Mais en tout cas, ça je l'ai pas évite inventé, déjà. hein, Mm. bon, c'est très anglo-saxon, mais je l'ai pas Ouais. inventé, hein, donc voilà. Ça permet d'éviter un bon nombre de conflits. Hmm, hmm. Hyper intéressant. Ok, écoute, j'ai une ou deux petites questions qui me restent. Ouais, dis-moi. Et puis, on va finir là-dessus. Justement, pour se rendre compte un peu de, entre guillemets, quotidien. J'ai compris qu'il n'y a pas de quotidien. Mais ben, en gros, qu'est-ce que tu fais concrètement? Le métier d'intégrateur est pas
toujours très tangible. On a un peu de mal à se rendre compte, même si voilà, ça fait déjà une petite heure qu'on en parle, mais en gros, c'est quand tu arrives, globalement, alors je sais qu'il n'y a pas de règle, mais si tu devais faire une moyenne de tout ce que tu connais, combien de temps tu restes dans l'entreprise si on part du principe qu'en gros, quand tu arrives, c'est le chaos et que quand tu repars, on a structuré, assaini, managé, recruté, mis en place les systèmes. Et donc, soit tu repars sur une nouvelle boucle avec l'entrepreneur, mais bon, après ça, c'est votre tambouille. Mais en tout cas, entre voilà, ce moment de chaos et ce moment un petit peu plus lisse, Ok. ouais, Bosser avec un intégrateur, quand il y a un vrai sujet d'intégration, parce que parfois les entrepreneurs imaginent aussi qu'ils ont besoin d'un intégrateur alors que c'est pas le cas. tout à fait. Donc en supposant qu'il y a un vrai besoin, pour moi, je trouve qu'à moins de 6 mois, ça vaut pas le coup. Parce que l'intégrateur, il a aussi besoin de prendre ses marques. Mm. L'entrepreneur va dire, t'inquiète, je vais t'expliquer ma boîte. Et puis en fait, on se rend compte que l'entrepreneur, il explique pas bien la boîte, qu'il y a les Mm. choses qu'il conscientise et les choses qui ont lieu vraiment. Et c'est tout à fait normal. Pour moi, il y a au moins 6 mois de boulot. De toute façon, en général, s'il n'y a pas 6 mois de boulot, c'est qu'en fait, ça vaut pas le coup de me payer. Hyper intéressant. Merci pour cette réponse très claire. Voilà. Et Ouais. après, on peut travailler, alors, une fois qu'on a atteint les premières milestones, on peut travailler par période de 3, 4 mois. Moi, j'aime bien, parce que c'est vraiment là où on peut lancer Mm. des projets qui ont un petit peu d'envergure, quoi. Parce qu'on n'est quand même pas des profils qui sont gratuits. Mm. Donc, il faut pas que ce soit il faut pas qu'on vienne pour lancer des projets de commodité, en fait. Sinon, c'est pas rentable pour l'entreprise. Et même nous, ça nous gonfle en fait en général. Moi, dès que je trouve que les projets manquent d'ambition, en fait, je dis, bah, en fait, je suis pas la personne taillée pour. Oui, Parce qu'en fait, tu vas surpayer un moyen. Enfin, il n'y a pas de il y a pas de raison en fait. Donc, complètement. Mm. donc voilà. Euh, pour ça, moi, sur des projets qui commencent vraiment à demander 3, 4 mois, je trouve ça bien. Je trouve ça bien. Et après, moi, j'ai certains entrepreneurs où je travaille finalement assez peu avec eux. Par contre, c'est extrêmement régulier pour justement être capable d'absorber une urgence, quoi. Euh, Où là, c'est bon, ben, c'est presque un peu tes mince, comment ça s'appelle quand t'es de garde, en fait. Tu vois Ah ce que oui, je veux dire? l'astreinte. Ouais, astreinte, merci. Voilà, c'est presque en fait, Ouais. en fait, t'es là, tu travailles les métriques et le pilotage de l'entreprise avec l'entrepreneur. Il va toujours avoir des idées parce que les entrepreneurs, ils ont plein d'idées. Il va y avoir des idées, de la vision, etc. Donc, tu montes les projets, les cahiers des charges pour les rendre concrets. Parce qu'un projet sans cahier des charges, c'est pas un projet. Mais après, finalement, je suis presque d'astreinte. C'est-à-dire que il veut gérer son truc parce que l'équipe est en place, elle est hyper rodée, les gens se connaissent par cœur, très bien, on y va. Enfin, allez-y, quoi. Et puis ensuite, si un aléa par contre arrive, là, je dois être capable de me rendre dispo très, 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 très rapidement. Ok, ça faisait partie des questions que j'allais te poser justement. Comment, enfin, de quelle manière tu es présent, à quel niveau et à quelle fréquence? En fait, j'imagine que quand tu commences la collaboration, tu as quand même un travail un peu plus intense, bah, déjà Oui, parce qu'il y a la compréhension, peut-être la mise en place d'outils de pilotage, etc. oui, Donc ça prend du temps, c'est presque opérationnel finalement. oui, Voilà, tu es clairement sur le terrain, et puis après, une fois que ça roule, en gros, si tu as bien fait ton travail, t'as pas besoin d'être là et tu es là à des oui. moments clés pour comment dire, être présent pour l'entrepreneur quand il a des questions, quand il a envie de faire un peu de stratégie, ce genre de choses, quoi. Ouais, ou quand on dévie vraiment de certaines métriques clés Oui. et que là, il faut refaire un coup de serrage de boulon, quoi. Ouais, ouais, tu gardes un œil sur le tableau, Ah, Ouais, ouais, je vois très bien. Ok. Écoute, un immense merci, Guillaume, de tous tes partages. J'espère que ton partage permettra aux personnes de se rendre un petit peu compte de ce que c'est que de travailler avec un intégrateur. Concrètement, en quoi ça consiste, quelles sont les zones d'action qu'on peut avoir, à quel moment tu es présent ou pas, etc. Donc, un mm, grand merci pour tes partages. bah, pas de souci. Et du coup, je te souhaite une très très belle journée et à très bientôt. Ciao, à plus. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner. Vous pouvez soutenir le podcast en laissant un avis sur Apple Podcast ou Spotify.
Quant à moi, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très vite dans le prochain épisode.